Mon collègue et ami le professeur Peter Westbrook et les organisateurs de ces conférences, que je remercie, m'ont demandé de dire quelques mots en prologue à la très belle conférence qu'il va nous faire dans quelques instants et qui nous réunit ce soir. Je le fais avec beaucoup de plaisir parce que Peter et moi nous connaissons de longue date à travers le Collège de France, et il sait que je le tiens en très grande estime, comme d'ailleurs la communauté scientifique d'une manière générale. Notre ami est un grand géologue, ça je ne vous apprends rien. Je suis pour ma part un biologiste, mais comme nous le verrons, grâce à travers ses réflexions et ses recherches, en fait, ce sont deux disciplines qui ont partie liées, si je puis dire, et qui sont devenues quasiment indissociables. L'auteur de l'ouvrage que nous allons donc brièvement commenter, Terre, des menaces globales à l'espoir planétaire, qui a paru, comme vous l'avez rappelé, il y a peu aux éditions du Seuil, en fait, et comme vous l'avez déjà dit aussi, a étudié et fait ses premières recherches à l'université de Leiden, aux Pays-Bas, en s'intéressant tout d'abord aux fossiles bivalves. Puis il a fait de longs séjours postdoctoraux à l'université de Belfast. Il s'est tourné vers la biochimie, de la minéralisation des organismes marins, en s'intéressant notamment au cycle du calcium, travaux qui ont été réalisés au département de biochimie de l'université de Leyde. Mais ce qui devait assurer au fond sa renommée internationale, c'est l'ensemble de ses travaux et de ses conférences montrant l'influence des systèmes vivants sur la dynamique de la Terre. Alors qu'il était et qu'il est toujours généralement admis par tous qu'évidemment les êtres vivants de toute nature sont profondément influencés par l'environnement physico-chimique dans lequel ils évoluent, dans lequel ils vivent et où ils ont pris naissance. Peter Westbrook a montré que nombre d'organismes marins, en particulier certaines algues, comme la fameuse algue qu'il a étudiée en détail, Emiliania Huxley, sont inversement responsables des grands changements géologiques. Ils sont capables de resculpter en quelque sorte l'univers non biologique. Son ouvrage, La vie en tant que force géologique, apparu, vous l'avez rappelé, en 92, a connu un grand succès. Il devait d'ailleurs lui valoir d'occuper la chaire européenne du Collège de France, je crois en 1996, si je ne m'abuse, c'est-à-dire au moment où moi je prenais ma retraite au collège. Et Peter Westbrook est donc aujourd'hui, comme on l'a rappelé aussi, professeur émérite de géophysiologie à l'université de Leyde. Il est membre de l'Académie royale des Pays-Bas. Il a été le premier récipiendaire de la médaille de la Société européenne de géophysique. Mais je voudrais à présent, mesdames et messieurs, essayer de survoler pour quelques instants l'ouvrage autour duquel s'articule la conférence de ce soir. Comme le suggère le sous-titre de son livre, en évoquant ce qu'il appelle les menaces globales, le monde aujourd'hui est face à un ensemble de situations qui nous désorientent, et parfois c'est peu dire. Il n'y a pas que les changements climatiques annoncés, le fameux réchauffement climatique dont on nous parle beaucoup, mais toutes sortes de menaces planent ou semblent planer sur nous. Pour nombre de gens, l'humanité semble être devenue en quelque sorte un véritable fléau, uniquement capable d'ailleurs de piller les ressources de la planète. On assiste à un effondrement non seulement des institutions financières, comme on l'a vu il y a peu, il y a les menaces terroristes,
Il y a les émeutes de la faim dans le continent africain ou Asie du Sud-Est. Il y a les catastrophes naturelles dont on a vu un terrible exemple il y a pas très longtemps à Haïti. De nombreux conflits continuent à se déclencher et à perdurer. Et pour la première fois dans l'humanité, nous écrit l'auteur, nous sommes donc confrontés à des problèmes de dimension véritablement planétaire, qui affectent simultanément tout ce qui existe à la surface du globe. Et ceci est encore exacerbé par le fait que, du fait des progrès qui ont été instaurés dans l'information, la communication, presque tout se sait en quelques minutes. D'où le syndrome, en quelque sorte, d'angoisse globale, un peu indéfinissable, mais très présente, qui touche la plupart d'entre les habitants de ce monde. Or, vous le savez, l'angoisse, bien sûr, c'est déjà quelque chose de difficile à vivre, mais pareille situation, comme on l'a vu par le passé, au cours de l'histoire, peut faire le lit de toute forme d'exagération, de fondamentalisme, de nationalisme pluriel, de rejet de l'autre, d'autant qu'on ne cesse d'évoquer, avec précision, c'est ce que les démographes nous disent, un surpeuplement inquiétant sur fond d'urbanisation, si je puis dire, galopante, accélérée, au point que nombre de populations vivant en milieu rural vont peut-être se porter vers des mégalopoles. En pareil cas, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on se tourne parfois vers la science, dont on attend des indications, éventuellement des solutions et des recettes. Et comme il l'a rappelé dans son ouvrage, on n'est pas resté inactif, évidemment, dans le milieu scientifique. Il y a un grand programme dénommé Global Change, qui est un programme d'études et de prévisions géologiques, climatiques et de recherche sur les cycles géochimiques, mais aussi sur la biodiversité. Ce programme a été lancé il y a environ un peu plus de 20 ans. Mais quoique tout à fait remarquable, ce programme qui a d'ailleurs été repris et implémenté par le Conseil universel de la science, par l'ICSU notamment, quoique remarquable, cette démarche scientifique, en montrant justement la précarité des situations géologiques et autres, et biologiques, n'a pas, selon l'auteur, calmé pour autant les angoisses. On pourrait même dire qu'elle en aurait même plutôt précisé certains des fondements. Ce dont nous avons besoin, dit-il, par conséquent, ce n'est pas seulement une analyse, certes objective et scientifique, de la situation, c'est ce qu'il appelle une véritable orientation nouvelle, une lumière intérieure, et l'humanité doit revenir, dit-il, à une attitude fondamentalement lucide, émerveillée et distanciée. Ce sont ses propres termes que j'utilise ici. Et ce terme de distanciation revient souvent dans son ouvrage, dans le livre. Par là même, l'auteur nous invite à surmonter notre état émotionnel immédiat, certes évidemment justifié quand on voit encore ce qui s'est passé récemment, tout à fait légitime, mais aussi nos fantasmes. Il nous invite à regarder la réalité en face afin d'acquérir une compréhension qui nous permette de tourner à notre avantage une situation difficile. Je reprends là encore ces termes. Nous ne devons pas, bien sûr, ignorer les catastrophes, les maelstroms, mais nous devons tenter de nous en dégager mentalement. Plus précisément, Westbrook nous invite à étudier cette planète changeante dans un esprit, disons, désintéressé. Il nous incite à l'aimer pour ses propriétés exceptionnelles. Il prône ainsi ce qu'il appelle, et c'est très important parce que c'est un peu le leitmotiv de ce livre, une approche géologique globale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire une science du système Terre qui inclut aussi bien la géosphère, bien sûr,
mais aussi la biosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère, et qui prend non seulement en compte l'étude de la Terre telle qu'elle se présente aujourd'hui ou même depuis quelques décennies, mais depuis ses origines, c'est-à-dire il y a 4,5 milliards d'années. Ainsi prendrons-nous vraiment conscience de la position de notre planète au sein du système solaire, nous dit-il, de l'histoire incroyablement longue et dramatique dont nous sommes nous-mêmes issus, et nous pourrons examiner notre position à nous autres, êtres humains, dans cette grande, voire sublime, perspective planétaire. Westbrook ne craint pas de dire que si la recherche scientifique est indispensable, il est un scientifique évidemment chevronné lui-même, on ne doit pas totalement s'écarter ici d'une forme nouvelle de mythe qui nous aide à redécouvrir la planète dans sa globalité, à faire corps avec son histoire, avec son devenir. On pourrait penser peut-être qu'il y a là un peu d'idéalisme, voire de néo-romantisme, mais non, car comme il nous le remarquer à juste titre, beaucoup de choses se sont passées depuis, disons, un peu plus d'une quarantaine d'années, puisque c'est depuis 1968 et l'expédition Apollo 8 que nous avons pu contempler pour la première fois la Terre comme une planète merveilleuse, autrefois représentée exclusivement par des maps-mondes, certes de plus en plus soignées, de plus en plus raffinées, mais néanmoins abstraites. Le public, grâce à la photo qui fut prise par les astronautes américains à l'occasion de leur voyage circumlunaire, a acquis une nouvelle vision de la Terre. Des millions de gens ont pris conscience de son profond impact émotionnel. Une géologie globale, considérée dans sa complexité, comme dirait Edgar Morin, dans son état dynamique, a permis de nouvelles avancées depuis lors. Il s'agit de la climatologie globale, de la tectonique des plaques, qui évidemment avait été découverte auparavant, mais qui a pris de nouvelles dimensions, de la géochimie, c'est-à-dire de l'étude des composants chimiques du globe, de la géobiologie, c'est-à-dire comment le vivant sculpte ou resculpte l'environnement physique, de la biodiversité globale. Les schémas généraux d'évolution et même l'exobiologie font également partie de ces apports relativement récents qui enrichissent encore une fois notre vision du monde. Cette nouvelle vision développée depuis près d'un demi-siècle est de nature, de par ses dimensions et ses conséquences, à donner aux habitants de la Terre ce qu'il appelle une dignité nouvelle et inattendue. Une dignité qui nous permette en fait de refaire en quelque sorte notre point de vue à partir de l'histoire de la Terre, de celle des animaux, des plantes, de l'homme, mais aussi de notre devenir, qui sont à reconsidérer à cette échelle planétaire. C'est un message donc très fort, comme vous le voyez, puisqu'il n'hésite pas à parler d'une nouvelle dignité, de fait que, à travers cette vision d'ensemble que nous pouvons développer de toute l'histoire de la Terre, et Dieu sait si elle a été mouvementée, il trace en quelque sorte une nouvelle voie pour l'humanité, et en fait un retour vers une certaine, comment dirais-je, sérénité, si je puis dire. La suite de son livre est donc consacrée à fournir au fond des exemples saisissants de cette géologie globale en repartant de ses fondements scientifiques. Il s'agit par exemple du fameux cycle des roches qui a été découvert il y a longtemps, en 1788, par le naturaliste écossais Hutton, lorsqu'il a examiné le paysage rocheux et justement l'océan autour de lui à Siccar Point en Écosse. Il s'agit de l'équilibre thermique de la Terre qui est sollicité entre deux grandes sources d'énergie, évidemment le rayonnement solaire et le flux de chaleur interne qui est dû, comme chacun le sait, aux désintégrations radioactives
qui se déroule dans les profondeurs. Il s'agit aussi de la force géologique exercée par le vivant et qui se manifeste de plusieurs façons, de façon même totalement inattendue. Par exemple, le cycle du calcium, qui fait que sans l'intervention de certains mollusques en particulier qui sécrètent un mucus, l'océan serait chargé du carbonate de calcium qui précipiterait, deviendrait en quelque sorte, si je puis dire, invivable pour les autres organismes marins. Et il s'agit également de cette extraordinaire affaire qui est le cycle de l'oxygène. L'oxygène, la plupart des biologistes pensent à juste titre qu'il est arrivé sur la planète Terre il y a peut-être 2 milliards d'années, 2,4 milliards d'années, à la suite de l'activité photosynthétique des premières cyanobactéries, des premières algues, si vous voulez, et puis des plantes qui se sont développées. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées que cela et se sont passées en plusieurs épisodes. Parce qu'il y a eu d'abord une lente élévation du niveau d'oxygène, parce qu'au départ, la Terre n'en renfermait pratiquement pas. C'était en fait une atmosphère très réductrice, peu propice pour différentes raisons à l'évolution du vivant. Et donc, il y a eu donc une élévation très lente qui s'est produite il y a 2,4 milliards d'années pour atteindre une teneur d'oxygène de l'ordre d'environ 5% de l'atmosphère. Et cette élévation, paradoxalement, ne s'est pas produite tout de suite. Il a fallu attendre 300 millions d'années ou un peu plus après l'émergence de la photosynthèse. Pourquoi? Parce que, alors que l'oxygène était dégagé par les plantes, il y avait les eucaryotes qui se sont en même temps développés et qui, eux, respiraient et utilisaient cet oxygène dans un cycle en quelque sorte fermé. Donc on aurait pu penser que les choses allaient rester en l'état et que l'oxygène atmosphérique n'augmenterait jamais sa concentration. Mais comme il l'a fait remarquer, un autre phénomène s'est produit sur une très longue échelle de temps, qui est l'enfouissement des sédiments, qui constitue une biomasse absolument fantastique en profondeur, la profondeur des océans notamment. Or, chaque atome de carbone enfoui équivaut en quelque sorte à un atome d'oxygène qui est libéré, ce qui a permis justement cette élévation du taux d'oxygène. Les choses ne sont pas non plus passées de façon si facile parce qu'il y a eu des récupérateurs d'oxygène comme le fer, et puis il a fallu que l'oxygène ne dépasse pas une certaine concentration pour ne pas devenir en quelque sorte toxique. Il atteint aujourd'hui, comme vous le savez, 21% de teneur dans l'atmosphère. Donc vous voyez ici un exemple que j'ai voulu citer très mal d'ailleurs, et sur lequel il reviendra, qui montre que la géologie seule ici, la biologie seule ne peuvent pas expliquer le cycle très complexe de l'oxygène avec ses rebonds et avec ses évolutions. Il faut la conjonction de plusieurs facteurs, y compris d'ailleurs de ceux qui sont dans l'hydrosphère. Et l'homme, me direz-vous, dans tout cela? Eh bien, ayant ainsi expliqué comment géosphère et biosphère sont conjointement parvenus à assurer l'équilibre exceptionnel de la planète Terre, l'auteur termine en jetant donc un regard, comme il se doit, sur l'évolution biologique, s'étendant des premières bactéries à l'homme. Il en dresse un tableau tout à fait saisissant, en s'interrogeant sur la dualité des rôles entre nos racines biologiques et notre imprégnation culturelle et sociale. Et après être revenu sur l'importance de garder en nous une lumière intérieure, de conserver une distanciation suffisante par rapport à l'événementiel, il conclut, et je cite pratiquement ces termes, de la façon suivante: les recherches inspirées de cette lumière intérieure livrent un portrait de vous et de moi, dit-il. Elles traitent des antiques interrogations: qui sommes-nous? Où allons-nous? D'où venons-nous?
Elle nous aide surtout à nous orienter dans ce monde, à surmonter une angoisse globale et à susciter notre respect pour cette planète que nous habitons. Elle rompt, dit-il, avec la vision moderniste d'un univers un peu désenchanté et s'intègre à ce qu'il appelle, d'une formule très imagée, notre trousse de vie. Je conclurai en disant qu'il s'agit d'un livre remarquable à plus d'un titre. En premier lieu, pour, je dirais, les descriptions scientifiques, géologiques, tout à fait, disons, exceptionnelles, qui y sont données. Pour le souffle, pour son lyrisme, pour sa puissance, et aussi surtout pour la conviction que met l'auteur dans son message. C'est un livre qui est servi par un style chaleureux, direct, jamais trop savant, et pour autant bien sûr objectif. Il côtoie et souvent s'intègre la science pure et son réalisme, mais aussi la chaleur humaine, la part du rêve, la part du mythe, avec la lucidité du géologue, mais aussi avec la sagesse du philosophe. Il est appelé, je crois, comme les précédents ouvrages, ce livre de Peter Westbrook, à enrichir notre présente vision du monde, et je crois que nous nous réjouissons beaucoup à l'avance, cher Peter, de vous entendre après, je crois comprendre, le film qui va nous être projeté de notre collègue et ami Edgar Morin sur les problèmes de la complexité qui se rattachent beaucoup, comme nous l'avons vu, à votre façon intégrale et globale de voir le monde. Merci. Peter Westbrook vient de sortir un livre magnifique qui s'appelle Terre. Moi-même, il y a une quinzaine d'années, j'ai fait un livre qui s'appelle Terre Patrie. Et je trouve qu'il y a une complémentarité extraordinaire entre ces deux livres. Alors, pourquoi? Bon, tout d'abord, Westbrook parle de la Terre en tant qu'être physique, hein, et en tant qu'entité physique. Mais il va plus loin que Lovelock, qui a fait la thèse de Gaïa. Vous savez, la thèse de Gaïa de Lovelock, c'est de penser que la biosphère, c'est-à-dire la sphère de la vie, est un système lui-même vivant, qui a ses régulations, qui est capable de lutter contre des pesticides ou des différents poisons, mais qui évidemment, s'il est trop submergé par des toxiques, tombe malade, ce qui arrive du reste, ce qui est le grand problème d'aujourd'hui. Alors Peter Westbrook ne se borne pas à parler, disons, du support physique de la vie, hein, de l'ensemble de la biosphère. Il montre non seulement que la Terre est un système qui a ses propres régulations, mais que la Terre, elle régule elle-même des processus biologiques. C'est-à-dire que on peut parler de la Terre comme d'un être biophysique et pas seulement physique. Et c'est ça qui est très important parce que ce rôle de la Terre, comme par exemple le rôle des océans, qui est un rôle régulateur, est évidemment favorable au développement de la vie. Alors, voici une conception scientifique, fondée du reste sur les acquis des sciences de la Terre, mais qui nous montre à quel point il y a une certaine vie propre à cette réalité physique, et que cette vie propre, évidemment, se combine et favorise ce que nous appelons, nous, la vie, dans le sens biologique du terme. Bon. Alors, il y a un troisième aspect qui est évidemment, la Terre est devenue pas seulement un être biophysique,
c'est aussi un être anthropo-biophysique, c'est-à-dire où l'humanité la modifie. Déjà, les sociétés les plus archaïques savaient, enfin, celles qui avaient l'usage du feu, savaient comment brûler des bois pour faire des clairières. Dès cette époque, l'humanité intervient sur la nature, bien entendu, d'une façon qui n'est nullement agressive, puisqu'il respectait les écosystèmes, et quand le gibier, par exemple, se faisait rare, il migrait pour une autre région. Évidemment, l'agriculture a profondément modifié la vie végétale, et l'élevage a profondément modifié la vie animale, et le développement de notre civilisation technique, industrielle, capitaliste, qui a apporté non seulement d'énormes modifications, mais ensuite les très grandes dégradations que nous connaissons. Bon. Alors, pourquoi, moi, ai-je parlé de terre-patrie? Tout d'abord, parce que nous sommes des enfants de la Terre. Je veux dire que c'est de la Terre qu'a produit la vie. Comme vous le savez, l'organisation vivante est une organisation de molécules et macromolécules qui se retrouvent tous dans l'univers physico-chimique. Qu'est-ce qui est vivant? Ce n'est pas la matière qui est physico-chimique. Ce qui est vivant, c'est la complexité de l'organisation de cet ensemble de macromolécules qui, à ce moment-là, cette complexité a des qualités qui n'existent pas dans la matière strictement physique, c'est-à-dire la capacité de reproduction, de réparation et de connaissance. Bon, alors, donc, la vie est fille de la Terre, mais nous, nous sommes les enfants de la vie. Nous savons depuis Lamarck et Darwin, surtout, que c'est l'évolution, un rameau de l'évolution vivante qui a conduit à la formation des primates, puis des hominiens, et puis de nous, qu'on appelle Homo sapiens. Donc, nous sommes les enfants de la Terre, incontestablement. Et c'est une première raison qui nous fait militer pour l'idée que la Terre est notre patrie. Une deuxième raison vient que quand on considère avec nos connaissances astrophysiques actuelles la position de la Terre dans le cosmos, nous voyons que c'est une petite planète d'un soleil minuscule, d'une galaxie périphérique qui s'appelle la Voie lactée, dans un univers gigantesque. Et puis dans cet univers, dès que nous quittons l'atmosphère, nous sommes congelés. Ou si nous approchons trop près d'un soleil, nous sommes carbonisés. L'univers, c'est du trop chaud ou du trop froid. La Terre, elle est tiède. Elle a les conditions climatiques de température qui ont permis la vie. Donc, la Terre, c'est notre maison, notre jardin. Vous savez, la formule qui a commencé à sortir dans les années 80, lorsque Gorbatchev, à l'époque, qui était le dirigeant de l'Union soviétique, parlait de la maison commune. Bon. Mais vous savez, maison, ça se dit home en anglais. Et home se dit aussi patrie. Bon. Et, disons, il y a cet autre phénomène, c'est que l'humanité s'est répandue sur tous les continents. C'est un processus qui a peut-être commencé il y a 100 000 ans. C'est prodigieux de penser que ces sociétés archaïques, avec sans doute un désir de recherche, d'aventure, ont pu même trouver des moyens pour naviguer dans les îles lointaines de l'Océanie. C'était en Amérique, en Asie, bien entendu, en Europe. Ils sont partis d'Afrique. Donc, il y a eu une diaspora planétaire de toute l'humanité, mais ces humains, ces sociétés, ne se connaissaient pas les unes les autres. Il a fallu qu'apparaissent, en delà des petites sociétés archaïques,
des grandes sociétés historiques, des empires, Sumer, Akkad, l'Égypte, la Chine, etc., pour qu'à ce moment-là, commence du moins pour l'Eurasie des communications avec la route de la soie qui allait d'Europe en Asie, d'Europe en Chine et de Chine en Europe. Bon. Mais le phénomène le plus important, c'est ce qu'on peut appeler l'ère planétaire, qui à partir de la fin du XVe siècle, c'est-à-dire la découverte des Amériques, qui ne s'y attendaient pas, par Christophe Colomb, puis leur conquête, et la navigation autour du globe par le Polonais Vasco de Gama, qu'on s'est rendu compte que la Terre était une planète où désormais tous les continents commençaient à communiquer. C'est le début de ce que j'appelle l'ère planétaire. Or, cette ère planétaire, qui au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle se développe à travers pas seulement des échanges, mais à travers la domination, l'exploitation, la colonisation et l'esclavage. Bon. Cette ère planétaire change de figure à la fin du XXe siècle. Et bien qu'il y ait d'énormes inégalités, bien qu'il y ait d'énormes différences, que se passe-t-il? Il se passe que nous vivons une communauté de destin. Pourquoi communauté de destin? Mais parce que nous avons désormais les mêmes... Nous soyons asiatiques, amérindiens, africains. Nous avons des problèmes vitaux. Pourquoi? Nous sommes tous menacés par la propagation des armes de destruction massive et par le climat de fanatisme, d'exaltation politico-ethno-religieuse qui se déploie et qui rend chaque fois de plus en plus possible, pour ne pas dire probable, non seulement des guerres, elles existent, mais une grande déflagration où serait employée l'arme nucléaire. Et vous savez que même sans l'arme nucléaire, nous avons assez d'armes meurtrières et qui sont capables pratiquement d'anéantir l'humanité, ne serait-ce que des armes chimiques. Bon, vous avez un danger mortel pour l'humanité. Vous avez un deuxième danger, qui est la dégradation de la biosphère. Et ce n'est pas seulement le réchauffement climatique qui va inonder des régions entières, qui va provoquer des migrations, donc des nouveaux risques de guerre, mais qui va attaquer nos capacités de pouvoir vivre nous-mêmes si nous vivons dans un milieu extérieur complètement appauvri. Donc, nous avons ce deuxième problème de danger qui frappe la biosphère. Nous avons une économie qui est mondialisée, et cette économie mondialisée, surtout depuis qu'elle a pénétré en Union soviétique, en Chine, au Vietnam, partout, l'économie de profit, cette économie n'est pas régulée. Nous le voyons bien à la crise qui est survenue et qui n'est pas terminée et qui sans doute sera suivie par d'autres crises parce qu'il n'existe pas d'instance capable de la contrôler. Donc, il est vrai que depuis 90, ce qu'on appelle la globalisation a créé les bases pour une société monde, à l'échelle du monde. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une société, il faut qu'il y ait un territoire. C'est la planète, avec ses communications. Jamais on n'a eu autant de réseaux de communication, pas seulement le chemin de fer, le rail, Internet, le téléphone mobile, etc. Il faut qu'il y ait aussi une conscience commune. Malheureusement, la conscience n'existe pas. Et il faut des instances légitimes. Et alors, pourquoi l'idée de terre-patrie? Je dis que pour toute cette raison, nous avons tous en commun, à travers notre diversité et la qualité humaine, nous sommes tous fils de la Terre, nous avons tous une communauté de destin. Et vous savez que c'était une définition qu'un philosophe autrichien qui s'appelait Otto Bauer a donnée de la nation. Qu'est-ce que c'est qu'une nation? C'est une communauté de destin. Qu'est-ce que c'est qu'une patrie? C'est une communauté de destin. Mais le mot patrie est très intéressant parce que c'est un mot paternel et maternel. Il commence par le pas de
père. Et comme il finit par le I, féminin. D'ailleurs, nous disons la mère patrie. Hein. Ce mot est chargé d'amour. Et nous avons nos patries. Est-ce que ça veut dire que la terre patrie doit remplacer les patries qui existent? Pas du tout. Je crois que nous avons des patries concentriques. Il y a la patrie de notre village, il y a la patrie de notre province, il y a la patrie de notre nation. Je pense même que nous pouvons avoir, nous Européens, une patrie européenne. Mais la terre patrie est une patrie qui doit englober les autres sans les nier. Mais je crois que c'est devenu vital parce que pour pouvoir résister à tous les dangers qui nous menacent, il faut cette conscience commune que nous partageons tous et qui nous fait oublier les intérêts particuliers de chaque nation ou de chaque ethnie. Regardez Copenhague. Réussite dans le sens où on a réussi à réunir des représentants de pratiquement toutes les nations. Échec dans le sens où ils n'ont pas abouti à un accord. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de sauvegarder les États, mais de créer des pouvoirs supranationaux pour tous les problèmes communs à toute l'humanité, de même que l'Europe a besoin de pouvoirs supranationaux pour traiter les problèmes communs à tous les Européens. Donc, l'idée de terre-patrie est une idée, à mon avis, qui doit apporter elle-même un type de pensée, notamment le type de pensée que Peter Versbruch, n'est-ce pas, nous a montré dans son livre « Terre ». Bon, terre, c'est-à-dire c'est un mot qui sonne l'alerte, c'est un mot qui nous alerte, et moi je rajoute, nous pouvons en faire une patrie. Moi, dans ce livre, je me suis aventuré bien au dehors de ma compétence. J'ai dû écrire des choses dont je ne savais pas beaucoup, mais j'avais quelques grands exemples qui m'ont énormément supporté. Et je crois que les deux principaux, c'est Edgar et François Gros. Ils m'ont vraiment inspiré à écrire ce livre, et ça, je suis éternellement gratifié. Merci aussi à cette maison qui nous accueille si gentiment. Et je viens de voir un petit peu d'exposition dans la maison. C'est superbe. Et je voulais, moi je suis tout à fait maintenant ami de la Cité des Sciences. Bon, encore une personne qui a été très utile pour moi, ça a été Jean-Marc Lévy-Leblond, l'éditeur du Seuil, qui disait que le livre était bien et qui voulait le publier au moment que je n'avais pas d'espoir du tout et que j'étais complètement un peu peureux. Voilà. Bon, maintenant on va commencer à parler dans notre livre. Un livre par un scientifique qui a été déjà mentionné, Jim Lovelock, le voilà, et c'est son dernier bouquin. Ça s'appelle The Vanishing Face of Gaia. Gaia, vous le savez maintenant, c'est la Terre, c'est la mythologie de la Terre grecque, c'est la déesse de la Terre, mais il donne ce nom mythologique parce qu'il il veut démontrer que la Terre a quelque chose de très 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 spécial, qui n'existe pas ailleurs dans tout le système solaire. Parce que Gaïa retient la vie et produit et reproduit aussi les conditions qui sont favorables à la vie. Malgré des changements immenses de radiation solaire, enfin aussi tectonique, toujours la vie a survécu pendant des milliards d'années, et c'est grâce au système de rétroaction et tout ça, de régulation terrestre. Et ça s'appelle, ce système en total, ça s'appelle Gaïa. Eh bien, il dit que maintenant, il y a l'humanité, et nous sommes vraiment comme de la moisissure. Et ça se répandit partout, on mange tout, on détruit la Terre, on détruit surtout les systèmes régulateurs, et la Terre va se détruire. Non, la Terre elle-même ne va pas se détruire.
elle va se défaire de l'humanité. Donc il y aura un changement climatique bientôt, et il prédit que ce sera dans environ une dizaine d'années. Il a 90 ans, donc à son centenaire, ce sera environ la date de la fin du monde. Et il y aura... les modèles climatiques disent que les changements sont graduels, parce qu'ils sont construits comme ça. Mais ce qui se passe, c'est vraiment que les changements sont immédiats dans les systèmes très complexes. Il y a des sauts de changement. Donc il dit que ce qui va se passer, c'est que la Terre va vraiment changer d'un état à l'autre. Et dans cet autre état, ce qui va venir, il n'y aura plus de place pour l'humanité, ni grande partie de la biosphère. Merci, ce sera fini pour nous. Bon, c'est environ la perspective la plus apocalyptique que j'ai jamais lue. Et je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est une des, comme on l'a déjà entendu, une des perspectives négatives sur la Terre qui sont maintenant qu'on vandalise, qui sont partout réparties dans les journaux, dans les médias. Ça fait partie de notre culture presque. On est très négatif et les gens ont peur. Et pour moi, la peur, c'est le pire de nos ennemis. C'est vraiment pire que tout. C'est un venin qu'il faut abattre. Eh bien, il y a une place au dehors de la Terre où on se concerne beaucoup de nos conditions et de notre planète. Et on a toujours fait ça. Et c'est le ciel. Eh ben, dans le ciel, on dit, mais ces humains, ils ne doivent pas paniquer, surtout pas. Ils doivent faire attention, ils doivent prendre distance. La distanciation est essentielle pour qu'ils survivent. Donc il faut que les humains ont un message ou quelque chose qu'ils peuvent s'attacher à la vie et qu'ils ne désespèrent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on envoie un ange à la Terre. Et il est envoyé de très loin, il doit voyager énormément, mais comme notre ange naturellement virtuel, il n'a pas de problème de rapidité, de vélocité de la lumière, il peut aller avec la vitesse de la fantaisie. Donc il va très rapidement, et il commence. Qu'est-ce qu'il voit? Tout d'abord, naturellement, il y a ce genre d'image que vous connaissez, enfin les galaxies avec des milliards et des milliards d'étoiles, des étoiles, des choses comme ça. Et un peu, enfin, il a sa mission, il regarde, mais il continue à aller au système solaire. Et voilà, par exemple, Saturne qui passe. Vous voyez la petite lune qui passe là avec son ombre. C'est très très beau. Et il regarde avec stupéfaction, mais c'est pas familier, c'est pas très agréable là-bas. Donc heureusement, il peut continuer. Et il continue, et voilà Mars. C'est bien, mais c'est un peu mort, ça. C'est pas très agréable non plus. Donc continuons, enfin ça devient un peu désagréable ce système solaire, mais ça c'est encore pire, ça, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien, ce n'est pas mort, ce n'est pas vivant, ça existe, c'est tout, c'est la Lune. Alors il devient désespéré, il pense, qu'est-ce que je fais dans ce système solaire, c'est affreux, mais heureusement il voit ça. Ah, ça c'est différent, et voilà vous voyez déjà que la Terre est tout à fait exceptionnelle, hein. C'est cool, là. Il devient tout à fait amoureux de la Terre, regarde encore de plus proche, il devient tellement amoureux qu'il plonge dans l'atmosphère, et il ne plonge pas par-dessus, mais par-dessous, parce qu'il est tellement émerveillé qu'il ne fait pas normalement, il plonge par-dessous, là, et qu'est-ce qu'il voit? Ça, par exemple. Mais c'est superbe, ces formes, ces couleurs, ça n'existe nulle part. Ouh, regardez, comme c'est beau. Et ça, on plonge un petit peu dans la mer, on voit ça. Partout, on trouve des miracles.
même ça doit être quelque part en Australie, je pense, je ne sais pas, des humains. La Hollande. Mais la Hollande, vous voyez, qu'est-ce que c'est? C'est un peu, avec toute l'eau, on ne sait pas si c'est renversé ou non. On reste un petit peu en Hollande, parce que c'est quand même, c'est petit, mais c'est pas mal. Ah, Paris! Ouh là là! La cité des sciences. Et vous voyez, quand vous mettez les images de retour, comment? À l'envers, voilà. Si vous les mettez à l'envers, vous voyez déjà que la Terre est miraculeuse. C'est tout ce qu'il faut. Et les gens, normalement, vous pensez que tout ça est normal. Vous êtes normal, que vos voisins sont normaux. Mais ils ne sont pas du tout, ils sont miraculeux. Et ça se voit comme ça. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'on pourrait faire ça, et on ne peut pas demander à tous les humains de faire ce voyage. Donc, il faut inventer quelque chose de différent maintenant pour donner le message. Et c'est ce qu'il fait. Il commence par un vieux truc qu'il a fait pendant très longtemps déjà. Et le voilà. C'est en Barcelone. Et il y a la vieille cathédrale de Barcelone, c'est Corpus Christi, une fête catholique que vous devez connaître. Et tout est, enfin, avec des fleurs, et c'est très joli. Il y a une fontaine, là, dans un petit coin, et notre ange, il met un œuf en dessus. Bon. On dirait l'œuf a tombé, mais ça ne passe pas. Ce qui se passe, c'est que l'œuf va danser toute la journée. Et même s'il y a un peu de vent de côté, ça ne fait rien, ça danse tout le temps. L'œuf dansant de Barcelone, c'est vraiment un miracle. Et ce miracle, il y a déjà des siècles qu'on fait ça, et c'est pour démontrer que notre monde est miraculeux. Et que nous vivons dans un monde spécial. Eh bien, il passe des gens, des vieillards, des petits-enfants, ils aiment ça, mais il passe aussi un groupe d'étudiants, scientifiques, qui disent « Moi, je m'en fous complètement, parce que ça, c'est la loi de Bertolli, c'est idiot, c'est pas du mythe, c'est de la fantaisie religieuse. » Eh bien, notre ange devient un peu désespéré encore. Il se transforme, il a une idée sublime, subitement. Je vais leur confronter avec leur propre création, ces gens. C'est la science. La science doit nous faire savoir que le monde aussi est miraculeux. Mais il faut de la science. Enfin, il se transforme en professeur de sciences. Il va aux étudiants et dit « Mais regardez, c'est quand même remarquable, cet œuf qui danse tout le temps. C'est que c'est loin d'équilibre. Et quand les choses sont loin d'équilibre, il arrive des choses spectaculaires. Comme ici, quand même. Et c'est maintenu hors d'équilibre par la fontaine, par le flux d'énergie qui sort de la terre, de la fontaine, et qui la maintient en haut. Et alors, ça c'est bien, mais ça monte, et alors, si, par exemple, quelqu'un va tourner le robinet, alors l'œuf tombe et la chose est en équilibre. Ça, c'est la situation, équilibre. Donc, le spécial d'ici, c'est que c'est hors d'équilibre. Maintenant, regardez la Terre. Là, comme c'est déjà dit, il y a pas un seul flux, il y en a deux qui sont contraires. Voilà, il y a le flux d'énergie solaire qui tombe sur la Terre, de l'extérieur, mais aussi le flux d'énergie qui sort de l'intérieur et qui fait remonter, remouler, enfin, tout l'intérieur de la Terre, les roches sont en mouvement perpétuel, ça donne la tectonique des plaques, et c'est la combinaison de ces deux systèmes, de ces deux flux d'énergie qui produisent le spécial de la Terre. Eh bien, dit-il, allons-nous maintenant concentrer sur un seul aspect. Parce qu'on ne peut pas faire toute la géologie dans un quart d'heure.
On va se concentrer. Et on voit en gaz. Alors tout le monde pense naturellement le CO2 parce que c'est tellement dangereux, tout le monde parle tout le temps de CO2, mais j'ignore pour le moment le CO2, ça fait au climatique, mais un autre gaz qui est beaucoup plus fréquent, beaucoup plus important en quelque sorte, c'est l'oxygène. Cette fille, merveilleuse, elle est si belle grâce à l'oxygène. Elle a justement mangé son casse-croûte, sa casse-croûte. Elle prend l'oxygène qui pénètre avec toute haleine dans tout son corps et lui donne une énergie fantastique qu'on voit comme ça, elle est très belle. Alors, c'est un élixir de vie, l'oxygène. Ça lui rend très heureuse et belle. Eh bien, attendons un peu. Maintenant, on va voir le résultat après quelques années. Et c'est par là. Vous voyez? Et c'est à cause, on ne sait pas toujours, mais c'est à cause de l'oxygène que ça s'est arrivé. Parce que l'oxygène, c'est une matière toxique, vénéneuse, horrible. C'est comme l'acidène, comme ça s'appelle, le gaz nerveux. Et elle a vécu pendant bien des années, quand même, on peut voir. Mais elle développe des cancers et elle va bientôt mourir grâce à l'oxygène. L'oxygène détruit toutes les molécules de notre corps, tout le temps. Et on peut seulement survivre parce que on est bourré de mécanismes pour détoxifier l'oxygène. Je crois, j'ai lu l'autre jour, 750 gènes qui sont tout le temps en train de réparer notre ADN. Donc, et ça, c'est qu'une toute petite partie de toute la machinerie que la cellule et l'organisme utilisent pour se défaire de l'oxygène. Donc, on vit vraiment tout le temps sur le bord d'un abîme, d'un volcan. Et nous y subsistons tout le temps, luttons chaque seconde, chaque milliseconde, tout le temps contre l'oxygène. Tant qu'on n'en sait rien, hein, nous ignorons complètement, mais cette lutte continue tout le temps. Et ça donne ce résultat. Donc 21% d'oxygène dans l'atmosphère. Pensez que c'est du gaz nerveux. Hein? C'est vraiment une planète idiot où nous vivons. Hein? Nous balançons à la bordure de l'abîme. Bon. Alors, maintenant je vais vous donner une graphique. Et j'espère que vous pouvez comprendre. Mais sur l'axe oriental, j'ai mis le temps géologique en millions d'années. Donc ici, il y a 400 millions d'années, 3000, 4000 millions d'années, c'est des milliards d'années, hein, 3000, 2000, 1000, et maintenant, c'est le présent. Alors on voit toutes sortes de choses arriver, naturellement, dans cette énorme période, mais ici, il y a le taux d'oxygène dans l'atmosphère. Au début, il y a la naissance de la Terre, puis il y a la naissance de la vie. La vie est née dans une période où il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Et vous comprenez maintenant pourquoi, parce qu'autrement, la vie serait détruite immédiatement. Donc, c'est ici la naissance de la vie. Ici, environ. Hein. Et puis, on va continuer pendant des milliards d'années, et il arrive toutes sortes de choses, parce que la vie s'évolue. Ça commence par des bactéries. Ce sont nos ancêtres. Vous êtes des bactériens, vous êtes des agglomérats de bactéries. Vous êtes vous-même, moi aussi. Et les bactéries, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des écosystèmes bactériens qui sont toutes petites ou des minces, des petits films sur la surface des roches et tout ça. Et ce que ça fait, c'est
des cycles. Ça prend les nourritures de l'extérieur et recycle les nourritures tout le temps. Et tout ce qui est toxique est éliminé du système. C'est tout ce que ça fait. Et alors c'est comme ça que ça survit. Ça prend aussi naturellement l'énergie. Et l'énergie qui est utilisée ici, c'est l'énergie chimique de la décomposition des roches et tout ça. Il y a toutes sortes de réactions chimiques qui sortent, qui donnent l'énergie pour ces organismes, pour ces bactéries. Mais maintenant, il y a ici un point très important. Et c'est la photosynthèse. C'est la découverte de la photosynthèse par certaines de ces bactéries, les cyanobactéries. Ils découvrent, parce que probablement ils montent vers la surface de l'océan, je ne sais pas, ils découvrent une source d'énergie fantastique, nouvelle, pas chimique, mais c'est la lumière du solaire. Bon. Ceux qui produisent aussi, seulement ils prennent ça, mais ils produisent aussi de l'oxygène. C'est les premiers producteurs d'oxygène libres dans leur environnement. Maintenant, nous avons par exemple le Greenpeace. Vous connaissez Greenpeace. Eh bien, ici, il y avait une association de bactéries qui s'appelait Brown Peace. Et il disait « Stop photosynthesis ». Arrêtez la photosynthèse, parce que ça va détruire toute la Terre. Eh bien, ils s'en foutaient complètement, les photosynthèses et les cyanobactéries. Ils ont produit leur oxygène, et un peu plus tard, regardez ce qui se passe, ça va monter. Eh bien, c'est un cataclysme, parce que pour ces pauvres ces bactéries primitives, ils doivent vraiment se cacher dans les sédiments, dans les eaux profondes et tout ça, pour ne pas arriver à toucher l'oxygène. Mais regardez le déploiement que cet événement a donné à la vie. C'est immense, pas seulement à la vie, à toute la Terre. Tout est changé à cause de ça. Et vous voyez par exemple ici les eucaryotes, qui sont, j'en ai mis un là-bas pour vous orienter. Il y a des petites vésicules dans cette cellule, et c'est vraiment une symbiose entre des organismes spécialisés, entre des bactéries différents qui produisent des conglomérats. Et c'est de ces conglomérats que nous aussi, nous consistons. Ça, c'est les eucaryotes, les cellules eucaryotes. C'est une invention immense qui a produit énormément de possibilités aussi pour le futur. Par exemple, ici, il y a une vie multicellulaire. Ces eucaryotes ont tendance à s'agglomérer, à faire des organismes, super-organismes plus grands. Par exemple, des algues qu'on voulait trouver dans la mer et tout ça. Ici, il y a un plateau, à environ 10% de l'oxygène d'aujourd'hui. Et puis ici, je ne veux pas discuter pourquoi, mais il y a un autre seau. Il y a deux seaux. Et c'est comme si un page est tourné dans l'histoire de la Terre. Parce qu'à ce moment-là, il y a les premiers animaux. C'est tout petit, mais c'est des animaux avec des tissus. Donc vous voyez, les organismes multicellulaires commencent à se différencier, à former des tissus différents, des organes, des choses. Alors c'est un saut de complexité immense. Et ici, à l'explosion cambrienne, c'est même très primitif, ces animaux commencent à se diversifier à tel point que tout d'un coup, il y a dans une période de 10 millions d'ans, il y a tous les grands groupes d'animaux qui sont représentés sur la Terre. Mais, à ce point-là, c'est là que les continents vont être couverts de plantes. Les plantes prennent leur origine à ce point-là. C'est le verdissement des continents. Et vous voyez, les couleurs que vous avez, enfin les photos que nous avons à l'envers, c'est ça. Maintenant, il y a encore les humains. Quand
sont-ils venus? Eh bien, regardez, il y a 5 ou 6 ou 7 millions d'années, ça ne se voit pas sur cette échelle. C'est ici. Et c'est le temps de Greenpeace. Alors, allons regarder ce qui se passait là-bas. Alors, tout d'abord, je veux dire encore quelque chose de la Terre entière, parce que cette figure que je viens de vous démontrer montre que la Terre développe d'une manière spécifique, c'est un développement en cliquet. Le cliquet, c'est là. C'est ces petits trous avec ce machin-là, et ça peut tourner que dans une direction. Et ça tourne comme ça, et ici, il y a un ascenseur, et l'ascenseur ne peut jamais plus aller en bas, il peut seulement monter. Donc la Terre continue à accumuler des nouvelles inventions biologiques, géologiques, de toutes sortes. Il y a aussi des minéraux différents, la diversification des minéraux. C'est immense. Donc c'est pas seulement biologique, mais c'est plus complexe. Les océans ont pris des propriétés nouvelles et ça s'accumule tout le temps. Et on sait, quand on est à un point, on ne sait jamais ce qui va se passer. On pense que c'est le désastre total, comme le Brown Peace, mais justement, ça peut terminer d'une façon complètement différente. Donc, il y a cette évolution cumulative qui veut aussi dire que la Terre a un certain mémoire. Quand il y a une catastrophe, qu'il y a certaines catastrophes dans la période, dans l'histoire de la Terre, il s'en remet avec une facilité. Dans quelques millions d'années, elle est de retour. Et le système Gaïa, si on peut l'appeler comme ça, se retourne. Tandis qu'on pense qu'il faudrait des milliards d'années pour retrouver le même point. Non. Ça a un mémoire. Peut-être c'est quelques cellules qui ont continué à vivre, ou quelques organismes, mais c'est pas suffisant à expliquer ça. Donc c'est comme avec Newton. On vit sur les épaules de géants. C'est pour ça que nous sommes vraiment très très lointains des stades primaires de la Terre. La Terre a fait une odyssée de 4,6 milliards d'années que personne ne pouvait prévoir, qui est toujours pris des tournures inattendues, et c'est nous qui en sommes sortis. C'est ça le miracle. La Terre apprend. Et c'est exactement ce qui se fait. Maintenant, il y a ici l'évolution de la vie. On prend un département. Ici, la vie a commencé, c'est tout au début. Ici, elle s'est divisée encore. Et elle a fait suite à cet énorme éblouissement de la Terre, de la vie, avec toute cette variété qu'il y a. C'est surtout des organismes tout petits, mais on se demande où sommes-nous maintenant dans ça? Eh bien, je peux vous le montrer facilement. Nous, on est là-bas. C'est les animaux. Cette petite branche, c'est les animaux, et nous faisons partie de ça. Donc c'est encore plus petit que... c'est pas visible même, nous. C'est l'homme. Et il y a quelque chose de drôle avec l'homme. C'est un seuil. J'aime ce mot, je ne sais pas pourquoi. Le mot seuil, c'est un seuil qui s'est changé. Parce que regardez, le territoire des chimpanzés, c'est ici. Et ça a toujours été comme ça pendant des millions d'années. Mais ici, c'est nous. Au début, et puis on va voyager. C'est en 200 millions d'années, c'est le territoire humain. Maintenant, c'est 100 millions d'années. On est arrivé ici. Puis ça continue, ça continue, ça continue. Ça, c'est 50 à 60 millions, pas millions, 1000 années. Et regardez, c'est 15 à 13 000 années. C'est très rapide. Et ça continue 4000 années dans Polynésie. Et ça, c'est le paléolithique.
aucun grand animal s'est jamais pu adapter à tant d'environnements spécialisés. C'est tout à fait immense. Et il y a quelque chose de spécial qui est arrivé entre les chimpanzés et les hommes. Qu'est-ce que c'est? Ben, vous voyez ici l'aréal des chimpanzés. Ils pouvaient, environ, il y avait de la nourriture qui donne un niveau ici, de la nourriture suffisant pour supporter ce nombre de chimpanzés. Et c'est resté toujours par là, et à la fin, ça va terminer, et alors il n'y aura plus de chimpanzés, simplement. Et voilà l'humanité. Vous voyez la différence? Ça commence il y a 100 000 années, tout en bas. Ce sont des millions d'habitants sur Terre. Il y avait de petits groupes. Ça restait comme ça depuis longtemps. Ah, ça va monter. Et regardez, ça monte. Ça, c'est le paléolithique. Mais ici, il y a l'agrarisation. Et ça donne un coup de pied énorme au poussement de l'humanité. Subitement à 50 millions d'habitants sur Terre à cause de l'agrarisation. Et puis, et ça c'est très bref, c'est de 10 000 ans à 1750 environ. Et la dernière petite poussée, c'est l'industrialisation. C'est maintenant. Dans 150 ans, c'est presque rien sur cette échelle, jusqu'à 6 milliards 300 millions. Nous sommes explosifs. C'est ça ce qui a donné à Lovelock la grande peur. Il dit, nous sommes trop, beaucoup trop. Et il n'y a pas moyen de nous terminer, enfin, que de nous changer. Nous sommes déterminés par nos gènes, c'est ce qu'il dit. Hein. Alors nous sommes si stupides, mais on ne peut pas, c'est pas notre faute, on est comme ça, on se multiplie tout le temps et c'est déjà trop tard. Maintenant il n'y a plus de retour. Bah ça, on ne sait pas. Ils nous regardent vraiment comme une moisissure sur un morceau de pain. Maintenant je vais vous néanmoins donner une petite différence. Je prends une cellule de cette moisissure sur le pain et je le mets sur un autre morceau de pain bien frais. Il va diviser, manger le pain et dans quelques jours, ce sera comme celui-ci. Puis je prends un autre et je fais la même chose. Et la moisissure, enfin les champignons, ça reste la même chose. Ça ne change pas dans cette période. Parce que ça peut seulement changer par l'ADN, par la voie lente de l'ADN, enfin de biologique. Mais regardez à l'homme, il y a quelque chose qui est arrivé. Et je le vois ici. Voilà quelques animaux. Ça, je suis presque prêt. Hein. Vous regardez votre montre. Oh, j'avais peur. Ça a des organes, comme ses dents et ses griffons, et je ne sais pas, ses oreilles, ses pattes, qui l'aident à survivre. Bon, ils en dépendent complètement. Et quand il arrive quelque chose avec ces organes, hein, tant pis, hein, ils vont mourir. Il n'y a pas de survie. Dans le monde est dur. Mais regardez aux hommes. Ici, vous avez un instrument extérieur, un outil, qui permet à l'homme de faire des choses qu'il ne pouvait pas faire sans cet outil. Donc ça prend la place de l'organe des tigres et des lapins et de tous des animaux, et ça prend la place. Regarde la montre, c'est aussi un outil, ou enfin toute la ville là-bas, c'est tout artificiel. C'est une extension de ces outils. Et c'est ça ce qui est explosif. Donc, chez nous, chez l'homme, vous le comprenez maintenant, l'humain est un animal aux organes interchangeables. C'est ça la différence.
Tandis que le pauvre lapin, quand il ronce sa patte, alors il est perdu. Nous, ça fait rien, on prend un autre. Et ça permet l'amélioration et la différenciation de ces organes indéfiniment et de plus en plus rapidement. Adaptation à de multiples milieux, comme ici par exemple. Un développement accélérant tout le temps qui, en principe, ne nuit pas à l'individu et peut continuer à changer. Donc la sélection naturelle, on pourrait dire, c'est des places à l'extérieur du corps, dans les outils. Mais ce n'est pas la seule chose qui change. C'est tout un complexe de choses. Et je vais vous l'indiquer, vous pouvez le lire dans le livre si vous prenez la peine. Il y a les outils ici, il y a la pensée. Pour produire de nouveaux outils, il faut des pensées, il faut des idées quand même. Mais aussi, il faut les transmettre aux vôtres. Il faut une communauté, il faut de la communication. Sans parler, sans communication, il n'y a pas, ça meurt. Donc, et ces trois choses font la moteur du changement de l'homme. Et avec ça, il y a la société et la culture qui changent, qui s'adaptent tout le temps à tous les états. Ici, par exemple, si ça représente nos premiers ancêtres, ce petit peu de changement jusqu'ici représente tout le paléolithique. Et déjà ça, c'est l'agrarisation. Mais les derniers 150 années, c'est ça, nous sommes explosifs. L'homme est la seule espèce qui a une vraie histoire. Les animaux viennent et meurent. C'est tout. Et se succèdent. Donc là aussi, il y a un cliquet, comme dans la Terre. Mais ce cliquet est beaucoup plus rapide et est impliqué dans le cliquet de la Terre elle-même. Et c'est une explosion d'innovation. Surtout grâce à l'apprentissage collectif de l'humain, à la communication et l'apprentissage. Maintenant, nous explosons, et c'est que très récemment qu'on a découvert qu'il y a des limites. Nos ancêtres pensaient, moi quand j'étais jeune, la Terre était pour nous. Il y avait toujours plus à faire, on pouvait voyager, il y avait toujours des terres inconnues, enfin, moi je suis déjà vieux naturellement, mais cette expansion ne peut pas continuer. Et la Terre donne aussi maintenant, nous savons qu'il y a des limites. Peut-être que le vlog exagère un peu, j'espère. Mais quand même, il y a ces limites. Et ça, c'est le problème que nous confrontons. Alors, on se demande, Lovelock a-t-il raison de dire que nous sommes une moisissure? Mais je ne crois pas du tout. Nous pouvons nous adapter comme aucun autre organisme. Et nous pouvons changer très rapidement. Mais il faut naturellement faire un petit effort. Il faut apprendre à danser le beat de la Terre. C'est ce que je l'appelle. Et si on ne fait pas comme nous avons toujours fait, alors tant pis pour nous. Donc c'est une course contre l'horloge, contre la montre. Si on ne veut pas, si on ne réagit pas, alors oui, Lovelock a raison. Parce que ça ne peut pas continuer. Mais si nous apprenons à nous adapter, on a une chance. C'est ça l'espoir que je voulais vous donner. Merci.